Au début des années 1930, la Royal Navy se trouvait dans une sorte d'impasse. Leur flotte de sous-marins vieillissait rapidement. Parmi les 3 classes construites massivement pendant et après la Première Guerre mondiale, la classe E avait disparu depuis longtemps, ayant été en grande partie ferraillée au début des années 1920. La plupart des sous-marins de la classe H avaient suivi, et seule la classe L était encore présente en nombre significatif, mais il n'allait pas rester longtemps non plus. La plupart des sous-marins construits depuis cette époque étaient plus grands, mais leur production était également très limitée, si bien que la flotte de sous-marins diminuait de façon assez spectaculaire. Au même moment, le nombre de destroyers équipés de l'ASDIC augmentait, et avec cette augmentation venait un besoin croissant de former ces forces, idéalement avec des sous-marins. Le peu de sous-marins modernes ne pouvaient être détournés de leur mission pour aider à cette formation. Et le petit nombre de sous-marins survivants de la classe H qui étaient utilisés à cette fin n'était pas suffisant pour fournir une formation à tous les navires équipés de l'ASDIC alors en service et à ceux prévus. Et alors que leur nombre continuait de diminuer, leur utilité diminuait également, car leur performance sous-marine était, de façon compréhensible, quelque peu limitée par rapport aux conceptions plus récentes. Le contre-amiral chargé des sous-marins a donc proposé de créer une nouvelle classe de petits sous-marins simples, utiles pour former les équipages de sous-marins et de destroyers sur le pont. Grâce à la proximité de l'Europe, il serait utile pour assurer l'essentiel lors de patrouilles à courte portée si la principale force de sous-marins partait combattre un adversaire comme le Japon. Leur petite taille les rendrait aussi plus adaptés aux eaux peu profondes d'Europe que les grands sous-marins récemment construits par la Royal Navy. Cela impliquait qu'ils devaient être armés, alors qu'au départ l'idée était d'un sous-marin non armé. La première ébauche de ce projet était assez élégante dans sa simplicité, déplaçant un peu plus de 400 tonnes, ne pouvant plonger qu'à environ 150 pieds et armé de 4 tubes lance-torpilles à l'avant. En temps de paix, il n'aurait que les torpilles dans les tubes. En guerre, 2 de plus seraient transportés dans la chambre des torpilles. Lors des missions d'entraînement, la présence de seulement 2 torpilles supplémentaires dans la salle réduisait tellement l'espace intérieur que l'équipage et les stagiaires ne pouvaient pas tenir à l'intérieur. Étant donné qu'il s'agissait d'un sous-marin aussi petit, il n'y avait pas de canon de pont, bien qu'une disposition ait été prévue pour installer quelques mitrailleuses Lewis sur le kiosque si on le souhaitait vraiment. Ils avaient une vitesse de surface relativement lente d'environ 11 nœuds et une vitesse sous-marine assez standard de 9 nœuds. La seule chose vraiment avancée dans la conception était qu'il était équipé d'un ASDIC dès le départ, principalement pour permettre aux nouvelles équipes de sous-marins d'apprendre à l'utiliser, compétence qu'elles utiliseraient ensuite sur des sous-marins plus grands. Des discussions ont eu lieu sur l'utilisation d'une transmission directe pour le sous-marin, où les moteurs et les diesels pouvaient tous deux être physiquement reliés aux hélices via des embrayages, indépendamment l'un de l'autre. Ou ce qu'ils appelaient la propulsion électrique, c'est-à-dire que les diesels ne faisaient tourner que des générateurs, les générateurs fournissant alors de l'énergie uniquement aux moteurs, et seuls les moteurs étaient donc reliés aux hélices. Cela avait l'avantage de pouvoir combiner la puissance des générateurs diesel avec celle des batteries pour une plus grande vitesse en surface, mais c'était aussi un peu plus lourd que le système à embrayage. Pour les opérations en temps de guerre, on prévoyait que les sous-marins pourraient avoir un rayon d'action d'environ 500 milles nautiques et qu'ils pourraient rester en mer pendant environ 1 semaine, voire quelques jours de plus. Cela influencerait le choix de l'équipement de communication, car le sous-marin doit pouvoir communiquer avec sa base à cette distance, mais pas au-delà. Bien qu'à ce stade, il soit conçu pour remplacer la classe H et donc principalement considéré comme un navire d'entraînement avec un rôle secondaire en temps de guerre, une nouvelle proposition est apparue à la fin de 1934. Au lieu de remplacer la petite mais relativement conventionnelle classe H, on a proposé pourquoi ne pas les remplacer par une version modernisée de la petite mais bien plus combative classe R, les premiers sous-marins spécifiquement conçus pour traquer d'autres sous-marins au monde, dont le dernier membre, le R4, venait tout juste de quitter le service après avoir passé de nombreuses années comme cible sous-marine rapide et très précieuse pour les écoles d'entraînement. Bien que cette proposition reste utile comme navire d'entraînement, elle serait bien plus précieuse en temps de guerre, la Première Guerre mondiale ayant montré que les cibles de surface pour les sous-marins de la Royal Navy étaient rares et dispersées.
Mais tout ennemi potentiel était susceptible d'opérer de nombreux sous-marins à son tour et de cibler l'immense flotte marchande britannique ainsi que la flotte de combat, réduite par traité, mais encore assez importante. Ainsi, un chasseur de sous-marins dédié pour traquer ses cibles pourrait être très utile, d'autant plus que, alors que la classe R devait se fier uniquement à un vaste réseau d'hydrophones, le nouveau sous-marin pouvait également embarquer un sonar actif sous la forme du système ASDIC. Cela permettrait de réduire quelque peu la pression sur les destroyers de la flotte, et si ces sous-marins étaient construits en grand nombre, un tel submersible pourrait également être déployé utilement à l'étranger dans des endroits comme Gibraltar, Malte, Singapour ou Hong Kong, là où un petit sous-marin conventionnel à courte portée serait de très peu d'utilité. Mais un chasseur-tueur sous-marin doté d'une durée de patrouille raisonnable serait vraiment très utile pour intercepter les tentatives inévitables des sous-marins ennemis de stationner aux abords des bases de la Royal Navy ou de s'en prendre à la flotte de combat, que ce soit à son arrivée ou à son départ. Par rapport au projet initial, cette variante de sous-marin nécessiterait un lourd armement en torpilles, les torpilles guidées n'étant opérationnelles pour les sous-marins que dans une dizaine d'années. Et on pensait qu'il faudrait peut-être reproduire l'effet de chevrotine de la classe R avec de nombreuses petites torpilles. Ou si vous deviez utiliser les torpilles plus grandes et plus conventionnelles, il vous faudrait au moins emporter quelques torpilles de rechange. Le sous-marin doit aussi être agile et facile à manœuvrer sous l'eau afin de prendre l'avantage sur les sous-marins ennemis. Il devrait être rapide pour plonger ou changer de profondeur une fois sous l'eau afin de les traquer et potentiellement aussi pour éviter les tirs de riposte, et il aurait besoin d'une grande vitesse sous-marine. Le R4 pouvait atteindre au moins 15 nœuds après quelques modifications de la coque dans les années 1920, mais on estimait qu'il faudrait au moins 12 nœuds sous l'eau pour pouvoir poursuivre d'autres sous-marins. Idéalement, il aurait pu être un peu plus rapide, mais le minimum de 12 nœuds a été choisi comme compromis afin de permettre la construction d'un plus grand nombre de navires pour les opérations en temps de paix. On pensait également qu'un sous-marin capable de se déplacer très rapidement sous l'eau pourrait avoir un rôle tertiaire utile contre les navires de guerre ennemis qui s'approcheraient trop près de sa base. Un tel sous-marin pourrait se déplacer trop vite pour que les escorteurs réagissent ou utilisent leur ASDIC, car beaucoup de ces systèmes étaient limités. En se déplaçant à grande vitesse, il lançait une grosse salve de torpilles sur sa cible, puis s'éloignait rapidement. Au lieu de 2 petites hélices, on pensait qu'il serait peut-être préférable d'installer une grande hélice unique avec un moteur plus puissant. La propulsion électrique devait être utilisée, car avec un seul moteur, un diesel débrayé qui rechargeait les batteries n'aurait évidemment aucun effet propulsif, ce qui n'était pas idéal. La profondeur de plongée devrait être augmentée d'environ 15 mètres si l'on voulait envisager de véritables opérations de combat, en particulier des combats sous-marins. Et il y a eu des discussions sur le type d'armement qu'il devrait avoir. Les 2 principales options étaient soit 6 tubes lance-torpilles de 533 mm sans torpilles de rechange, soit 4 tubes internes avec quelques torpilles de rechange et une paire de tubes externes à tir unique, comme on en trouverait dans la classe T proposée. Bien que ce soit optimal pour la chasse aux sous-marins, il y avait une volonté de réduire les coûts et donc une option réduite avec soit des hélices jumelées, soit une seule hélice, mais avec une vitesse sous-marine réduite à 210 nœuds a été proposée. Cela portait l'autonomie à 15 jours grâce à l'espace libéré. En remplaçant certaines des batteries par des réservoirs, on pouvait les remplir de carburant. Il y a eu un certain amusement à déterminer le type de motorisation nécessaire. Il fallait aussi pouvoir recharger rapidement les batteries si le sous-marin devait souvent faire surface et plonger pour chasser d'autres sous-marins, ce qui nécessitait à son tour une puissance considérable, et c'était en fait quelque peu supérieur à ce qui était nécessaire pour une simple navigation en surface. Le concept général de ce successeur de la classe R plaisait aux planificateurs de la Royal Navy qui voyaient un grand potentiel dans une escadrille pouvant éventuellement être stationnée en Extrême-Orient pour défendre les bases avant l'arrivée de la flotte. Avec les sous-marins également capables de se déplacer beaucoup plus facilement pour infiltrer les ports ennemis dans les eaux européennes plus proches ou potentiellement en Extrême-Orient s'ils pouvaient être ravitaillés en carburant.
Bien que le faible coût des sous-marins soit attrayant, la version plus lente, limitée à 10 nœuds en plongée, était jugée quelque peu insuffisante pour ces objectifs de conception désormais assez ambitieux. Et il a plutôt été suggéré que s'il réduisait l'autonomie à 7 jours, il pourrait augmenter la vitesse sous-marine à peut-être presque 13 nœuds, en remettant les batteries avec un mélange de ballast actionné hydrauliquement et manuellement. Cela donnait aux sous-marins un temps de plongée de 60 secondes, sans utiliser de mesures d'urgence. Bien sûr, en utilisant les mesures d'urgence, ils pouvaient plonger plus rapidement. Cela a conduit à une conception de 450 tonnes qui utilisait les 50 tonnes supplémentaires et une configuration à double hélice pour, en théorie, répondre à toutes les exigences. Une combinaison de difficultés à trouver un moteur électrique assez puissant pour atteindre cette grande vitesse sous l'eau. Quelqu'un a finalement calculé qu'il fallait presque doubler les batteries par rapport à la conception à 10 nœuds. Les deux facteurs ont fait qu'une décision a finalement été prise de revenir une fois de plus sur l'exigence de grande vitesse sous-marine au nom des coûts et de la rapidité d'achèvement de la conception. L'armement en torpille a finalement été fixé à 4 tubes internes et 2 tubes externes, tous montés à l'avant avec quelques recharges également disponibles pour les tubes internes. À un moment donné, lors de la discussion sur le choix du moteur diesel à utiliser, un petit malin a suggéré une énorme série de petits moteurs d'autobus. Heureusement, cette idée a vite été abandonnée pour une paire fiable de moteurs diesel de sous-marins classiques de 400 chevaux chacun. Maintenant, les révisions plus spécifiques allaient commencer à mesure que la conception détaillée était entreprise. Le souhait d'accroître l'autonomie impliquait plus de torpilles, car il resterait en mer plus longtemps et risquait de rencontrer davantage de cibles. Il a donc été décidé d'avoir au moins un rechargement complet pour les 4 tubes internes, soit 10 torpilles au total. Une climatisation de base a également été prévue, car avec une plus grande autonomie et donc plus de temps passé en mission, il était beaucoup plus probable que ces sous-marins soient déployés en Méditerranée ou en Extrême-Orient. Au final, la distance maximale d'une patrouille depuis la base a été calculée à 1000 milles nautiques, du moins dans de bonnes conditions, soit le double de ce qui avait été envisagé au début du programme. Il a toutefois été reconnu qu'un rayon de 6 à 800 milles nautiques serait probablement plus courant compte tenu des conditions météorologiques moyennes. Malgré la déception d'échanger encore de l'espace pour les batteries contre du carburant, la vitesse reste de 10 nœuds. La vitesse maximale en immersion restait parmi les plus élevées des capacités des sous-marins et contrairement à beaucoup d'autres, ceux-ci pouvaient réellement maintenir cette vitesse maximale pendant un temps raisonnable. Puisque les classes S et T venaient d'être approuvées pour la construction, cela faisait logiquement de ces sous-marins la classe U. Certains officiers ont pourtant suggéré un autre nom pour la classe. D'après le premier sous-marin à recevoir un nom à l'image des diverses classes de sous-marins des années 1920, plus grandes mais construites en petites séries, principalement parce que, dans le jargon de la Royal Navy, les sous-marins étaient souvent désignés en abrégé par le nom de la classe suivi du mot bateau ou bateau. Et un bon nombre d'officiers voulaient éviter d'avoir à appeler les nouveaux sous-marins des U-Boots. Il a été décidé que si un point de fixation était installé, permettant l'installation ultérieure d'un canon de pont de 3 pouces si nécessaire, le canon pourrait être installé, si besoin, au prix de 2 torpilles pour compenser le poids. 3 sous-marins ont été commandés dans le lot initial, appelé parfois lot prototype, parfois groupe 1, ce qui prête à confusion car selon la dénomination, le lot suivant devient groupe 1 ou groupe 2. Néanmoins, ces 3 sous-marins étaient Undine, Ursula et Unity. Les 3 furent mis sur cale en 1937 et entrèrent en service en 1938, mais des problèmes apparurent dès leur mise en service. Le grand nez à la proue, qui abritait les tubes externes, entraînait une mauvaise tenue à la mer. Et contrairement à la classe T, il n'y avait pas de possibilité sur la petite coque de reculer les tubes le long de la coque sans avoir d'importants effets négatifs sur les performances sous-marines. De plus, bien que la vitesse en surface ait été légèrement meilleure que prévu, la vitesse en plongée était inférieure d'environ 1 nœud à ce qui était attendu, ce qui a quelque peu déconcerté les concepteurs. Leur petite taille signifiait également que tirer une salve complète de torpilles pouvait rendre les sous-marins dangereusement flottants.
Alors que ces leçons étaient assimilées, la guerre éclata et une douzaine de sous-marins furent vite commandés. Ces modèles éliminaient les tubes externes pour une proue plus fine, offrant une meilleure tenue en mer, et possédaient un réservoir avant supplémentaire pour équilibrer les sous-marins lors du tir des torpilles. Ces réductions permettaient d'installer le canon de pont tout en gardant toutes les torpilles de rechange à bord. Le poids total, cependant, avait augmenté pour atteindre juste en dessous de 550 tonnes de déplacement standard sur les sous-marins de série. Les 12 suivants, ceux commandés au début de la Seconde Guerre mondiale, sont restés à peu près au même niveau, mais les unités ultérieures ont pris un peu plus de poids à mesure que de nouveaux équipements étaient installés. Encore 34 autres seraient commandés en plus des 3 premiers et des 12 suivants. Mais si vous parcourez tous les sous-marins de cette classe, vous remarquerez 2 problèmes notables concernant les noms. Au cours de la production, la Royal Navy a décidé d'arrêter d'utiliser des noms et d'utiliser des numéros de coque à la place. Principalement car il manquait vite de noms débutant par U. Et ils étaient également préoccupés par la confusion avec les destroyers de flottille d'urgence de classe U, dont certains, malheureusement, réutilisaient les noms de sous-marins de classe U qui avaient déjà été coulés. Cette décision d'utiliser uniquement des numéros de coque a vite été annulée, en partie grâce à l'intervention de Churchill. Mais certains sous-marins ont été perdus dans l'intervalle avant qu'ils ne puissent recevoir de nom, et ainsi, vous verrez que certains de la classe sont désignés par la lettre P suivie d'un nombre à 2 chiffres au lieu d'un nom. Même alors, ils ont en fait fini par manquer de noms convenables commençant par U qui n'étaient pas déjà pris par d'autres navires. Et donc, beaucoup des derniers sous-marins de la classe U commandés en 1941 ont finalement reçu des noms commençant par V, ce qui peut entraîner une confusion supplémentaire avec la classe V suivante, qui était dérivée de très près de la classe U. Tout cela est compliqué par le fait que certains sous-marins de la classe Fin, grâce à une coque améliorée et plus de soudage, ont résolu le problème de vitesse sous-marine et en possèdent eux-mêmes. Un certain nombre de navires dont les noms commencent par U, car apparemment quelqu'un a pensé à quelques noms supplémentaires en U assez tardivement et les a attribués à la classe F. Comme on peut s'y attendre pour un petit sous-marin opérant principalement à proximité des côtes ennemies, les pertes dans cette classe de sous-marins étaient assez élevées. Avec un peu moins de 2 douzaines des 49 sous-marins de la classe U construits qui ont été perdus, la plupart du fait de l'ennemi. Cependant, le fait qu'une grande partie de leur conception ait été orientée vers la chasse aux sous-marins a fini par se justifier. Lorsque le HMS Ventura, un sous-marin de la classe C successeur immédiat, est devenu le seul sous-marin jusqu'à présent à avoir coulé un autre sous-marin en plongée, ce qu'il a accompli vers la fin de la Seconde Guerre mondiale et que nous avons abordé dans une autre vidéo. Voici un bref historique de l'héritage de conception du sous-marin de classe U. Si vous voulez que j'aborde son histoire de combat, dites-le dans les commentaires.